retour dans l'Africa News. Nos éditorialistes Daouda Tal, Malik Hacher et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et le pape François a bien maintenu son voyage en Centrafrique ce dimanche 29 novembre 2015. Malgré les réserves concernant la stabilité du pays, le souverain pontife a tenu à se rendre auprès des fidèles chrétiens, mais aussi auprès de la communauté musulmane afin de délivrer un message de paix et d'unité, alors que, rappelons-le, le pays reste le théâtre de violences communautaires. Gladys Mwamba. À Bangui, capitale de la République centrafricaine, où il est arrivé dimanche 29 novembre, le pape François a exhorté les citoyens centrafricains à tourner le dos à la haine en laissant place à la réconciliation. Au camp des déplacés du Saint-Sauveur, le souverain pontife est allé toucher du doigt la situation que vit de nombreux Centrafricains depuis 2012 après la chute de l'ex-président François Bozizé. Nous ne devons pas arrêter de prier, de travailler pour la paix. Mais la paix sans pardon, sans amour, sans fraternité n'est pas possible. Chacun d'entre nous devrait faire quelque chose. Le chef de l'Église catholique a plaidé pour l'éradication des barrières ethniques et religieuses en Centrafrique. Ces divergences ont plongé le pays dans la violence depuis 3 ans. Que chacun d'entre vous puisse vivre en paix, quelle que soit votre ethnie, votre culture, votre religion ou votre statut social. Soyez tous en paix parce que nous sommes tous des frères. La visite du chef de l'Église catholique en Centrafrique intervient dans une période préélectorale où le climat social demeure tendu. Le pape François quitte Bangui ce lundi et met ainsi un terme à sa tournée africaine qu'il a conduit au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Alors, Daoud, avant de parler de cette visite, peut-être nous expliquer comment la Centrafrique a basculé dans un conflit qu'aujourd'hui on qualifie de conflit intraconfessionnel. Oui, parce que bon, déjà cette cohabitation on va dire le fondement de cette cohabitation entre les religions n'était sans doute pas solide. Moi, j'ai envie de dire. Après, pourtant, ça avait l'air de bien marcher sous François Bozizé. Oui, ça avait l'air de bien marcher, mais la preuve, on en est là avec quand même des affrontements. Donc, pour moi, ce qui est solide, c'est ce qui tient tout le temps, dans ma conception des choses. J'en prends pour exemple mon pays, le Sénégal. Il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens. On n'est pas sur les mêmes proportions. Non, mais sauf que le premier président du pays est catholique. Toutes les premières dames qu'on a eues depuis l'indépendance, il n'y en a qu'une seule, l'actuelle, qui n'est pas d'obédience catholique. Donc ça veut bien dire que ça fonctionne. Donc ces gens ont été élus par 95% de musulmans, donc ça fonctionne. Et c'est bien ce que je souhaite à la Centrafrique, d'ailleurs. Je prends juste cet exemple à ce titre-là. Donc pour moi, bon, il n'y a pas que ça maintenant, le problème religieux. Il y a aussi, sans doute, ce problème religieux est doublé de tensions sociales et de conflits peut-être ethniques, parce que bon, la question religieuse à elle seule ne peut pas expliquer le problème centrafricain. Donc à un moment donné, j'espère que la visite du pape sera, en tout cas, permettra de donner une certaine impulsion, puisqu'il a été bien accueilli à la fois du côté musulman que du côté chrétien. Alors Malik, il y a des conflits, par exemple pour évoquer celui en Syrie dans lequel on a des rebelles lourdement armés avec des chars, des missiles anti-aériens, au même titre que l'armée régulière. Dans ce conflit, on a même un groupe terroriste, Daesh, qui a profité du chaos pour s'infiltrer. En Centrafrique, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi le désarmement des milices armées prend-il autant de temps ? Est-ce qu'on attend que Bangui, dans quelques années, se retrouve comme Alep pour véritablement agir ? Je ne l'espère pas, oui. Vous venez de soulever un problème important, c'est ce problème de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est le problème majeur en Centrafrique et nous avons, je pense, des responsables qui sont... C'est difficile de dire ça. Est-ce qu'il y a vraiment des responsables derrière qui manipulent des partis? C'est ce qu'avait dit, je rebondis là-dessus, Annick, c'est ce qu'avait dit Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition, qui avait dit qu'il y avait un groupe derrière tout ça qui instrumentalisait la religion justement pour faire tomber le pays dans le chaos. Si on va dans ce sens, à qui profite le crime? J'ai l'impression, moi je n'ai pas entendu ces propos de la présidente du Elle a tenu ça il y a quelques mois au moment du regain de violence. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on se sert
sert justement de la carte identitaire, de ce problème identitaire pour diviser le peuple du Burkina Faso. Et je pense qu'à l'extérieur de Centrafrique, décidément, il y a des manipulations, à mon sens, extérieures, parce qu'on ne peut pas expliquer cela autrement. Avant le départ du président Bozizé, nous avons deux communautés qui vivaient très bien. Il faut savoir qu'en Centrafrique, la particularité des personnes d'obédience musulmane sont des commerçants et qui participaient activement à la vie économique du Burkina Faso, donc il n'y avait pas de problème dans leur intégration. Donc je pense qu'il y a des manipulations extérieures. Alors je ne suis pas expert sur la question, c'est juste un avis de ma part, mais il faudrait quand même se pencher sur le sujet. Et pourquoi justement on a eu cette dérive avec les anti-Balaka et les membres de la CDK qui, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, ne calment pas les choses. On a vu les représentants finalement tenter de calmer, d'apaiser les choses, mais comme leur contrôle des milices n'est pas effectif, et ben on a des mouvements radicaux qui essayent de prendre le contrôle des choses. Donc là, il y a urgence pour résoudre ce problème-là, qui devient malheureusement, j'ai fort l'impression, un problème interreligieux. Et on va passer au deuxième sujet économique, puisque les autorités kenyanes veulent améliorer la qualité des infrastructures routières du pays. De la réflexion à la construction de nouvelles routes, le cap sera mis en 2016 pour la réalisation de ces projets. Pour y parvenir, une opération d'emprunt obligataire sera lancée le 9 décembre 2015. Objectif, mobiliser environ 300 millions de dollars. Deogracias Podo et Oumou Kelsomba. D'une valeur de près de 300 millions de dollars, l'emprunt obligataire que lanceront les autorités kenyanes le 9 décembre couvrira une période de 9 ans. Selon de récentes prévisions de la Banque mondiale, le produit intérieur brut du pays ne devrait croître que de 5,4% en 2015. À terme, l'opération devrait permettre au pays de financer ses projets d'infrastructure et d'accélérer la croissance de son économie. L'impact de l'emprunt sur l'économie kenyane va se situer au niveau des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient des infrastructures en eau, pour pouvoir desservir la population dans des conditions relativement performantes, tout simplement parce que la population africaine a très peu accès à l'eau, et l'eau étant une ressource qui est très importante. Le fait d'investir non seulement sur les routes va faciliter la circulation des marchandises, investir dans tout ce qui est assainissement et adduction d'eau va contribuer à améliorer la santé de la population kenyane. Selon la Banque centrale kenyane, l'emprunt obligataire sera lancé à un coupon de 11%. Les fonds levés serviront non seulement à financer la réfection et la construction d'infrastructures routières, mais également à mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la transformation. Secteurs qui sont prioritaires, à savoir tout ce qui est le secteur agricole et la transformation de l'agro-industrie, plus l'énergie surtout, l'énergie, et évidemment, vous avez la santé, quelque chose de très important. En tout cas, les économies africaines ont tous, si vous voulez, des demandes, des impératifs qui sont relativement élevés, qui sont pratiquement les mêmes. Dans le Kenya, vous avez la formation aussi, tout ce qui est formation, pour rendre l'économie un peu plus compétitive dans ces conditions-là, dans le cadre de la mondialisation et dans le cadre de l'émergence de la plupart des économies africaines. Première économie de l'Afrique de l'Est, le Kenya est confronté à certains défis économiques, notamment la volatilité des devises ou encore l'adoption d'une politique monétaire plus restrictive. Pour le compte de l'année 2016, la croissance du PIB ne devrait pas excéder les 6% contre une prévision antérieure de 6,6%. Daouda, le Kenya a des chances de lever ces 300 millions de dollars sur le marché international? Oui, Amira, je pense que le Kenya a des chances. La structure de son économie est correcte. C'est la première économie en Afrique de l'Est, sans doute parmi les 5 premières économies sur le continent. Donc, à mon avis, la dette publique est acceptable, donc je pense que la monnaie est assez forte aussi, et d'ailleurs ce qui pose un problème des fois. Donc je pense que le Kenya n'aura pas de problème pour mobiliser ce fonds, d'autant plus que le coupon, d'après ce que j'ai vu, est estimé à 11%. Franchement, une obligation rémunérée à 11%, moi je prendrais. N'y a-t-il pas un risque d'endettement avec ces emprunts obligataires qu'on voit qui se multiplient sur le continent africain? Oui, il y a un risque d'endettement. Maintenant, il faut toujours regarder le ratio dette publique PIB. Et dans le cas du Kenya, il n'atteint pas 50% en tout cas.
Donc bon, à partir de ce moment-là, je pense que c'est jouable. C'est une sorte de parallèle que j'ai l'habitude de faire. La Grèce, quand on en a parlé, c'était 170% du PIB, la dette publique. Donc bon, je pense que c'est faisable. Maintenant, il faut faire attention et bien surveiller effectivement. Surtout investir dans des secteurs rentables, puisqu'une dette n'est intéressante que si le taux de retour sur investissement, à mon sens, est en tout cas supérieur à l'intérêt auquel on a rémunéré avec le capital. Donc tout dépend des choix d'investissement qui seront faits, mais si là il s'agit de l'eau et des infrastructures, si c'est bien déterminé à ce niveau-là en termes de retour sur investissement, ça peut valoir le coup effectivement. Malik Daouda l'a très bien dit, pour ne pas avoir une dette trop importante, il faut savoir investir. Quand on s'endette, les infrastructures, c'est un bon choix. Oui, surtout quand il s'agit de mailler le territoire, de permettre à l'économie d'être boostée. On dénigre souvent les investissements publics et au contraire, ils sont très importants pour le cas du Kenya, qui est dans une situation géographique stratégique. Et je pense que l'État a bien fait d'avoir cet emprunt obligataire. Ça souligne aussi sa solidité auprès des bailleurs internationaux qui font confiance au Kenya malgré son contexte sécuritaire qui n'est pas très solide en ce moment. Mais oui, les infrastructures, c'est la base pour permettre un bon développement économique. Dès lors que vous avez des infrastructures de qualité, vous attirez des investisseurs. Merci Malik d'avoir été avec nous. Merci Amira, ça fait un plaisir de commencer la semaine avec vous. Merci à vous Daouda. Merci Amira, un plaisir renouvelé également et bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci à vous Jean-Marie pour vos analyses. Merci Amira, bonne soirée à tous nos téléspectateurs, nos téléspectatrices et surtout celles de Fred. À qui on pense. À qui on pense. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission et l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain avec une semaine toujours consacrée aux défis écologiques à l'heure où la COP21 se tient au Bourget, en banlieue parisienne. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain. À très vite.